notre peuple à se débarrasser de cette dictature soixantenaire. Merci beaucoup à vous, Monsieur Kofi. Mais est-ce que vous pouvez vous présenter à ceux qui ne vous connaissent pas? Parce que Je- je disais dans Wikipédia tout à l'heure, mais votre biographie est tellement longue. Mais oui, je suis vieux maintenant. Que voulez-vous? J'ai commencé. Moi, je suis né au Togo, dans l'ethnie des Bassars, dans la ville de Bassar, c'est dans le nord du Togo. Par le plus pur hasard des choses, il y a un missionnaire qui m'a amené à l'école en disant à mes parents, il a l'air intelligent. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je n'ai toujours jamais su ce que ça voulait dire avoir l'air intelligent. Toujours est-il que je suis parti dans la ville à 40 kilomètres de chez moi. Il n'y avait pas d'école ailleurs. J'ai travaillé j'ai été à l'école pendant 4 ans. J'ai passé le concours d'entrée en sixième et concours de bourse. J'ai été pris au collège Saint-Joseph à Lomé et je suis passé 7 ans à Lomé et j'ai passé le baccalauréat mathématiques. J'ai été reçu pour faire une école d'ingénieur que je suis aujourd'hui. Voilà. C'est des choses très simples. Hein. Oui, mais Monsieur Kofi, est-ce qu'on peut dire que vous étiez un enfant surdoué et bon, vous étiez un enfant surdoué? Ce n'est pas, en tout cas, si c'est le cas, ce n'est pas à moi de le dire. Je ne sais pas comment je peux reconnaître un enfant surdoué par rapport au mien, à tous mes copains. Mais Non, mais s'il vous plaît, vous étiez quand même, vous étiez quand même plusieurs jeunes à cet âge-là, en ce moment, et le blanc, il vous a vu, il a détecté, ah, ce monsieur, ce petit, il est intelligent, il est surdoué, et là, et voilà. Est-ce que, bon, aujourd'hui, vous avez 80 ans, oui, est-ce que dans votre temps d'enfance, tout ça, les blancs vous parlaient de vous comme étant un enfant surdoué? oui, ils ont parlé de ça. Moi, je crois que je suis surtout un enfant qui a eu beaucoup de chance. J'ai été un enfant qui a eu beaucoup de chance parce que je ne vois vraiment pas pourquoi ce missionnaire s'est arrêté dans mon village et puis est venu me chercher pour me dire, voilà, je voudrais voir tes parents et dire à mes parents, il a l'air intelligent, on va l'amener à l'école. Et pourquoi j'ai accepté de partir à l'école alors que je pouvais rester jouer avec mes copains, je n'en sais rien. Voilà. Mais est-ce qu'aujourd'hui, à 80 ans, est-ce que vous avez le sentiment que vous aviez tout donné à contrairement à votre pays, le Togo, c'est-à-dire vos compétences, vos qualités, votre intelligence, vous l'avez mis plutôt au service de la France que au service de votre pays d'origine, le Togo. Est-ce que vous avez ce sentiment-là? Mon cher ami, c'est ça qui m'empêche de dormir aujourd'hui. C'est ce qui m'empêche de dormir aujourd'hui. Je, Quand je suis arrivé en classe de sixième, je me rappelle, j'avais dit je serai ingénieur pour construire des ponts. Parce que j'avais vu passer, j'étais à pied habituellement et je voyais bien que toutes les pistes étaient toujours inondées. Il fallait traverser tous les marigots avec le risque de se faire manger par le premier crocodile venu. Et j'avais dit, quand je serai grand, je construirai des ponts. J'ai construit aujourd'hui plus de 1500 ponts en Au Bretagne. Togo, en Bretagne. Chers Et amis, pas un seul au Togo. 1500 ponts, Oui, plus de 1500 ponts en France. oui, Vous voyez, chers amis, tapotez le like, partagez s'il vous plaît. Ce monsieur, c'est un grand homme. Il est d'origine togolaise. Il a oui, construit plus de 1500 ponts en France, mais oui. pas un seul chez Pas lui au un Togo. seul, pas un seul au Togo.
Et je vous dis que c'est de ça que je suis en train de mourir. Si je meurs de ça, de n'avoir jamais pu rendre ce service-là au mien. Alors que on n'est pas un ingénieur près, même de très haut niveau. En France, on n'est pas un ingénieur près, il y en a plein. Là, en ce moment, c'est les concours d'entrée dans les écoles d'ingénieurs, il y en a en pagaille. Au Togo, il n'y en a pas. Et moi, j'ai passé comme ça 25 ans plein de ma vie d'ingénieur à construire des ponts avant de tomber dans la politique où j'ai passé également 25 ans. Vous voyez? Enfin, on dit que les voies du Seigneur sont impénétrables. C'est probable, mais c'est quand même, ça fait mal au cœur Mais de qu'est-ce qui dire n'a pas que marché au Togo? Qu'est-ce qui n'a pas marché selon vous, la Monsieur Kofi? dictature. Vous savez que si j'étais parti au Togo après mon diplôme au Togo, je serais mort depuis longtemps. Mais depuis longtemps. J'ai connu des Togolais, des gens de ma promotion ou des promotions un peu avant, un peu après. Ils sont tous morts. Tous. Il n'en reste pas un seul. Des médecins, des vétérinaires, des ingénieurs, des docteurs, ils sont tous morts. Morts de violence ou morts de pauvreté. Mais Vous comprenez? Le Togo a quand même eu une chance en 1992. Je veux parler de la conférence nationale souveraine. Et aujourd'hui, lorsque vous regardez en arrière, qu'est-ce qui n'avait pas marché pendant cette conférence nationale? Alors que le Bénin, à côté, ça a marché pour les Béninois. Mais pourquoi pour le Togo n'a pas marché, Monsieur Kofi? Eh bien, parce que le pouvoir politique est d'une violence inouïe et n'avait aucune intention de faire accéder à l'alternance politique. Comme Yadema voulait être président et rester président à vie, ce qu'il a fait, 38 ans de domination, il n'a pas admis la moindre contestation, la même moindre mise en cause. Il n'a pas admis. Et donc, il a étouffé tout ce que le peuple togolais avait envisagé pour faire avancer les choses, pour un peu plus de dignité pour le peuple, pour manger à sa faim. Les gens meurent de faim. Actuellement, il y a 300 000, c'est le PAM qui le dit, le Programme alimentaire mondial, qui le dit aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y a 300 000 Togolais dans le nord du Togo, c'est-à-dire chez moi, qui vont mourir de faim dans l'année qui vient. Est-ce que, Monsieur Popi, est-ce que l'échec de cette conférence nationale souveraine, est-ce que cet échec n'est pas partagé, puisque les cadres togolais, en ce moment-là aussi, avaient quand même refusé de pardonner. Il y avait eu tellement d'insultes, il y avait eu, les gens refusaient quand même de pardonner, d'amnestier, et il y a des essais généraux. Alors que, si nous regardons en arrière, on peut dire que s'il y avait eu peut-être cette amnistie, si on avait accepté les pardonner, et peut-être on allait les retourner dans les casernes, on allait retourner les militaires dans les casernes et que voilà, la situation allait s'améliorer. Que pensez-vous de ça? On peut toujours supputer ça a posteriori, mais il faut comprendre aussi que un peuple qui a été opprimé depuis si longtemps, qui n'a pas eu droit de parler, qui n'a pas eu le droit de marcher, et quand il se libère, évidemment, il demande des comptes. Il s'ébroue, il demande la liberté, il veut du vent, de l'air. Et c'est à la sagesse du pouvoir de savoir ce qu'il faut faire dans ce cas-là, pour que le peuple aille mieux.
c'est la responsabilité du président, c'est pas la responsabilité du peuple. On a le droit, quand on a été surdominé pendant si longtemps et qu'on s'ébroue, on a le droit de vouloir respirer. Eh bien, quand on est en responsabilité et en face d'un tel peuple, on lui dit, écoutez mon peuple, je sais que ça a été dur pour vous. Je sais que vous aspirez à la vengeance, mais ne vous vengez pas, vous n'avez pas à vous venger, ça va s'arranger. C'est à lui de donner, de dire les paroles qui apaisent, qui rassurent, qui assurent. Ce n'est pas au peuple de le dire. C'est toute la difficulté du Togo. Est-ce que vous avez le sentiment, est-ce que vous nourrissez encore l'espoir? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes vieux. Est-ce que vous nourrissez encore l'espoir qu'avant votre départ vers vos ancêtres, vers nos ancêtres, que le Togo changera? Je n'espère que ça, mon frère. Je ne vis que pour ça. Vous voulez voir le Togo changer avant de rejoindre vos ancêtres? Absolument. J'aimerais bien, en arrivant auprès d'eux, leur dire, enfin, nous y sommes arrivés. Et j'y pense tous les jours. J'y crois fermement. Et quelle solution vous proposez? Et ce n'est pas pour rien que je me bats aujourd'hui. Ce n'est pas pour rien. Parce que il n'y a pas de solution simple parce que c'est compliqué. On ne peut pas dire que on sait ce qu'il faut faire. Sinon, si moi j'avais su ce qu'il faut faire, il y a plein d'autres Togolais qui l'auraient su et depuis longtemps on aurait réglé le problème. C'est compliqué. La marche vers la liberté, la marche vers l'égalité et la justice, donc pour la démocratie, est longue, difficile, semée d'embûches. Moi, je n'ai reçu aucune formation en politique. Hein. Moi, je suis ingénieur, je vous le dis. Je sais construire les ponts. Ça, je sais faire. Je sais les construire. Je sais les calculer. Je sais ce qu'il faut faire. Je sais combien, si on décide de faire un pont en béton, je sais combien de ciment il faut mettre, combien d'eau il faut mettre, combien de gravions il faut mettre, combien de ferraille il faut mettre. Je sais ça. La politique, je ne sais pas. J'ai appris sur le tas, par Mitterrand, qui m'a pris comme ça, sous son couvert. Je ne savais pas ça avant. Et donc, il faut qu'on cherche, on cherche à voir qu'est-ce qu'on peut faire pour faire avancer les choses. Il y a plusieurs oppositions politiques au Togo. Moi, je ne suis pas un homme politique, je vous le dis. Moi, je suis un ingénieur. Même en France, quand je suis devenu élu, maire, conseiller du département, conseiller de la région, député, j'ai tout fait, même ministre. Je n'ai jamais été un politique. Mon pays, ma commune, mon département, ma région de Bretagne, avec le seul bon sens. Et ça a marché. Puisque j'ai été élu, réélu, je serais resté dessus si j'avais voulu rester. J'ai arrêté parce que j'estimais que il fallait que je me retourne avec le conseil de quelques amis. Kofi, va voir ce que tu peux faire pour le Togo. Va essayer. Et je suis là pour ça. Je suis là pour essayer, mais pas tout seul. Je suis là pour essayer avec toutes les bonnes volontés du Togo.
qu'ils soient des politiques, des économistes, des universitaires, des professionnels de la santé et d'autres, tous, je leur demande une seule chose. Réunissons-nous. Unissons-nous. Personne ici, personne, vous m'entendez? Personne ici, tout seul, n'arrivera à bout de ce pouvoir. Par contre, si on est tous ensemble, si on a la sagesse de demander l'aide de ce peuple qui a besoin de respirer, oui, nous arriverons. Alors nous arrivons. Et je suis là pour ça. J'ai créé le mouvement de libération nationale Freedom Togo pour ça. Pour en 2 étapes, unir le peuple togolais. Première étape, unir la diaspora togolaise, parce qu'il y en a beaucoup. Il y a 3 millions de Togolais qui sont à l'extérieur. Vous m'entendez? 3 millions. Il y en a 8 au Togo. 3 millions de Togolais sont dehors. Et je peux vous dire que ce n'est pas des petits bouts, hein. C'est des grands médecins, des grands ingénieurs, des grands économistes, des gens qui sont prêts à l'emploi. Prêts à l'emploi. Et aujourd'hui, ils savent que s'ils descendent au Togo, ils sont morts. Attendez, monsieur Kofi, attendez, s'il vous plaît. Vous savez, quand vous étiez en train de parler tout à l'heure, vous aviez été ministre, député, maire, conseiller, tout ça. Moi, j'ai comme l'impression que c'est pas cet acte-là, le fait de sélectionner les plus intelligents parmi nous et de les envoyer en Europe pour qu'ils puissent aller servir l'Occident. C'est ça, c'est en cela que réside ce qu'on appelle même la domination. La domination. Aujourd'hui, c'est vrai, vous êtes âgé, vous voulez aider le Togo. Mais est-ce que pendant tout ce temps, vous aviez essayé de contacter le gouvernement togolais pour apporter vos compétences, pour aider, pour construire des ponts au Togo? L'aviez-vous fait, s'il vous plaît? Et quelle était la réponse qu'on vous avait donnée? Écoutez, même si Eyadema avait été encore en vie, il aurait témoigné de ce que j'ai tenté de faire. À plusieurs reprises, je l'ai rencontré. Des fois, tout seul, parce que j'avais envie de lui parler. D'autres fois, en étant envoyé en mission par Mitterrand. Je l'ai rencontré à plusieurs reprises. Et vous lui aviez proposé? Et j'ai fait des propositions. Je lui ai dit des choses. Vous ne pouvez pas, vous, rester au pouvoir tout seul, ad vitam aeternam, comme ça. Ça n'existe pas. L'histoire, Monsieur le Président, l'histoire de l'humanité montre que ça n'existe pas. Donc, prenez les devants. Et quelle était sa réponse? Mais toi, tu es un petit rêveur. Voilà, tu es un petit rêveur. Donc, attendez. Quand vous lui aviez fait des propositions et il vous disait que vous êtes un petit rêveur, c'est ça? Absolument. Je suis allé une nuit lui dire, parce que c'était toujours la nuit que ça se passait ces choses-là, envoyé par le président, lui dire, Monsieur le président Mitterrand me demande de vous dire la consigne suivante. À partir de ce jour, je ne veux plus qu'une seule goutte de sang d'un Togolais tombe sur le sol du Togo pour fête politique. Je suis allé à Lomé, dans la nuit. En quelle année, s'il vous plaît, monsieur Kofi? 90. 90, ok. Oui. Je suis allé là-bas.
Je lui ai expliqué ça. Ça a été épique, ça a été très dur pour moi. Très dur. Kofi, toi, tu es un petit frère. Et tu viens ici me dire ce que les Blancs doivent faire. D'ailleurs, ça a commencé comme ça. Moi, je suis marié avec une fille qui est bretonne. Elle est française. Elle est blanche. Et la première fois que je suis allé au Togo pour la présenter à mes parents, Yadema m'a reçu. C'est un colonel togolais qui m'a appelé, qui m'a dit « il faut que tu ailles le saluer ». Je suis allé le saluer. On m'a dit que ta femme est blanche. Je dis oui, oui, oui. Monsieur le Président, ça c'était des histoires individuelles. Hein. Voilà, j'ai rencontré quelqu'un que j'ai aimé, avec qui je m'entends bien. Voilà. Ah, nous, dit-il, on les a fait sortir par la porte et toi tu les ramènes par la fenêtre. J'ai compris que je ne pouvais pas vivre dans ce pays-là. Ma femme, elle est professeure agrégée de mathématiques. Je lui propose, elle se propose, on va rentrer. Voilà, on se propose, on va rentrer. Mais que voulait-il dire par nous, on les a fait sortir par la porte et que vous les ramenez par la fenêtre? Que voulait-il dire? Et il voulait dire que je n'avais pas à épouser une femme blanche. Donc, Eyadema, en plus d'être dictateur, c'était un raciste aussi. Oui. En plus d'être un dictateur, il était raciste aussi. Absolument. Enfin, je ne sais pas si ça suffit pour dire qu'il est raciste. En tout cas, voilà ce que j'ai vécu comme... Mais puisque vous dites que pourquoi vous devez vous marier avec une blanche, donc il est raciste. Oui, c'est ce que j'ai vécu. Je dis ce que j'ai vécu. Voilà. Vous savez, je ne crois pas... le Togo, c'est grand comme la Bretagne. La région Bretagne, c'est grand comme le Togo. Sauf qu'il y a 2 fois moins d'habitants qu'en Bretagne. Il y a 4 millions d'habitants en Bretagne. Moi, j'ai gouverné la région Bretagne. Donc, vous aviez gouverné 4 millions d'habitants. Sans être un politique, monsieur. Et vous êtes en plus un noir, le premier noir. Le seul dans le seul, dehors des noirs qui sont dans les départements et territoires d'outre-mer, j'étais le seul ici. Non, attendez. Chers amis, regardez, un noir, il quitte sa terre natale, il se retrouve en France pour aller aider au développement de ce pays-là. Et lorsqu'il revient chez lui pour proposer ses services à son peuple, on le rejette. Mais quel était le sentiment qui vous animait en ce moment, M. Kofi? Mais il n'est pas le seul à m'avoir rejeté. Aujourd'hui, quand j'ai commencé à vouloir m'occuper du Togo, vous savez, vous n'ignorez pas qu'en 2010, au renouvellement de la première élection, ou plutôt la deuxième élection de Faure Gnassingbé, je me suis présenté au Togo. Je suis allé le voir et je lui ai dit, voilà, je viens pour me présenter aux élections présidentielles parce que je crois que j'ai des choses à dire dans ce pays. Il m'a répondu fort, hein. Il m'a répondu, le Togo est une démocratie apaisée. Alors, allez-y. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que vous êtes connu en France, vous êtes connu en Allemagne, vous êtes connu aux États-Unis, vous êtes connu partout, Kofi. Mais ici, personne ne sait qui vous êtes. On ne vous connaît pas.
Non, attendez. Le jeune fort, là, en 2005, le jeune fort, là, il vous a dit, En non, vous allez conduire 2010, là-bas. fort, il m'a dit ça. En 2005 ou en 2010? 2010, quand je me présente, 2010. Non, quand vous lui présente, avez dit que oui, vous allez présenter votre candidature, voilà. Il m'a voilà, pour dit, aider votre pays, il a dit, on vous connaît là-bas, mais ici, personne ne vous connaît. allez, vas-y, tranquille, personne ne vous connaît, vous verrez, personne ne vous connaît. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, finalement, j'ai commencé à faire ce que je sais faire, ce que j'ai appris ici avec Mitterrand. J'ai commencé à faire des réunions de quartier à Lomé. J'ai passé un mois. Je suis allé dans tous les quartiers de Lomé. Les premières réunions, je me rappelle, on était une dizaine. Les dernières réunions, au bout d'un mois, c'était des meetings. Et puis de là, je suis parti vers l'intérieur. Je suis allé jusqu'à Dapan. J'ai vu tous les chefs de village. Il y en avait 6000 à l'époque. Je les ai tous vus, un à un, pour leur expliquer, je sais que vous n'allez pas bien. Moi, je vous propose autre chose. Il m'a dit, oui, il n'y a pas de problème. On va vous soutenir. Bon. Et j'étais encore dans le Nord quand je rentre à Lomé et on m'explique, en tout cas, j'ai trouvé des gens pour venir me dire que tu n'auras jamais le droit de te présenter aux élections. Mais pour quelle raison? Mais parce qu'au départ, quand il m'a dit, allez-y, le Togo est une démocratie apaisée, moi j'y ai cru. Qu'il était sincère. Ah oui, je n'avais aucune raison de douter. Moi je suis un homme simple, hein. J'ai aucune raison de douter. Monsieur Kofi est en train de parler de Faure Gnassingbé. Et c'est pour ça que hier, dans le live, je disais que Faure Gnassingbé n'est pas un homme de parole. Il n'est pas un homme de parole. Le monsieur lui a dit, oui, je vais aux élections parce que j'ai des choses à apporter à mon pays. Il lui a dit, vas-y, ok, vas-y. Mais finalement, ils l'ont empêché de se présenter comme candidat. Quand j'arrive à Lomé, donc mes copains, ceux qui ont commencé à travailler avec moi à Lomé, qui me connaissent bien, ils me disent, Kofi, il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Ils ne vont pas t'autoriser à te présenter. Comment ça? À quelqu'un dit qu'il n'avait pas la nationalité togolaise. Le monsieur est togolais. Alors, attendez. Papa, s'il vous plaît, il y a quelqu'un qui dit qu'en 2010, vous n'aviez pas la nationalité togolaise. Le monsieur, il a quitté le Togo pour se retrouver en France. Il a occupé des postes politiques là-bas. Allez lire son histoire. Mais bon, vous n'étiez pas togolais. Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur Kofi? Pourquoi? Je suis rentré, je vais vous raconter ça par le menu. Donc, au moment où j'ai pensé qu'il fallait que je rentre, je vais rentrer au Togo. Puis je me rends compte que mon passeport togolais est périmé. Donc, je vais voir l'ambassadeur du Togo à Paris. Monsieur l'ambassadeur, j'aimerais bien que vous me reconfectionnez un passeport togolais, parce que j'en ai besoin pour voyager. Et vous n'utilisez pas le passeport français? J'ai dit si, je l'utilise des fois si j'ai besoin. Mais vous avez même un passeport diplomatique? J'ai dit oui. Et vous voulez un passeport togolais? Oui, monsieur l'ambassadeur, parce que je suis togolais et je veux un passeport togolais. Donc, il me dit, il n'y a pas de problème, dans 2 semaines, vous avez un passeport. Ça a duré 3 ans. Bon, est-ce que vous pensez qu'ils ont bloqué ça volontairement? Mais évidemment, je suis parti. Quand ça n'arrivait pas, je suis allé voir l'ambassadeur, je suis repassé. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, oh là là, mais c'est compliqué parce que moi, on m'a expliqué que
vous, on ne peut pas vous donner un passeport comme ça. Votre passeport doit être fait à Lomé. Qui est un ambassadeur en ce moment? Qui est un ambassadeur, s'il vous plaît? C'est l'actuel ministre togolais. Le ministre de je sais pas quoi là. La sécurité ou je sais pas quoi. C'est lui. Qui peut vous donner? C'était quel ministre, s'il vous plaît? C'est On se quel ministre? connaît. Il ministre de la sécurité, il s'appelle. Non. Non. C'est. Attendez, c'est Madjoulba. Madjoulba. Ok, Madjoulba. Donc, attendez, monsieur Kofi, s'il vous plaît. C'est d'aider votre pays, de construire le pays, de relever le Togo, de sortir le Togo de la boue. À un moment donné, au début, Fonya Singbe, il vous a dit oui, allez-y, il n'y a pas de souci. Mais il a dit que bon, les gens ça ne vous connaissent pas au Togo. Mais il vous a quand même dit allez-y. Maintenant, pour vous empêcher de vous présenter aux élections, ils ont utilisé cette manigance-là. Vous aviez voulu renouveler votre passeport et ils ont bloqué ça. Et l'ambassadeur Madjouba aujourd'hui Calice, il vous a dit que vous, votre passeport-là, c'est à Lomé, on doit vous confectionner ça. Oui. Allez-y. Ok, merci beaucoup à vous. Et il ajoute, de toute façon, je suis l'affaire moi-même, il n'y a pas de problème, on va le faire. Bon. J'attends. Ça ne vient pas. J'attends. Jusqu'au jour où je retourne voir et il me dit oui, il y a eu quelques problèmes, je sais pas, ça va venir. Et effectivement, je reçois un passeport. Et je le mets dans mes affaires chez moi. Et un jour, je pars à Bruxelles. Non, à Strasbourg. Je vais au Parlement européen, à Strasbourg. Et je me dis, je vais utiliser mon passeport togolais. Pourquoi? J'en sais rien. Je voulais l'utiliser pour voir s'il est vrai ou pas. Le son est parti chez moi, s'il vous plaît. Attendez, le son est parti. Vérifiez votre micro, monsieur Kopi. Comment? Bien, le volume de votre téléphone. Ça va mieux? Ok, ça va mieux maintenant. Voilà. Oui, c'est parce que quelqu'un était en train de m'appeler, c'est pour ça. Ok. Et donc, il me dit, c'est pas votre passeport parce que il est indiqué que votre date de naissance est le 31 décembre 1945. Je dis, ah bon? Je dis, moi, j'ai jamais vu cette date-là. Moi, je suis né le 11 octobre 1945. La même année, mais en octobre. Ah non, regardez. Donc, je regarde et je vois ça. Et bon, écoutez, je l'enlève, je vous donne le passeport français. Mais non, mais vous passez, vous n'avez pas besoin. Voilà. Donc, j'entre à l'Assemblée. Et quand je reviens, c'est ça qu'il a utilisé. Et comment il s'appelle? Faure. Il a dit, vous ne pouvez pas être candidat à la présidentielle parce que vous avez une double date de naissance, ce qui serait de nature à discréditer le président de la République que vous pourriez devenir. Alors qu'on peut dire que c'était une erreur sur. Mais non, mais c'est pas une erreur. Ils ont fait exprès. Ils ont fait ça sciemment. Ok. Bien sûr. Mais moi, je n'ai même pas vu. Je n'avais pas vu. Voilà. Ils ont fait ça sciemment. Vous voyez comment Fonya Singbe et son groupe, vous voyez comment ils sont méchants. Oui. Chers amis, est-ce que vous voyez leur méchanceté? Les gens ne veulent pas que le Togo se développe. Je ne veux pas m'étaler davantage sur cette affaire, mais si je vous racontais les aventures qu'il a fallu que je vive pour qu'il rectifie,
pour qu'il rectifie la date, vous ne pouvez pas imaginer. Mais j'étais têtu. Je voulais absolument que ça se rectifie. Puisque c'était pour ça qu'ils m'ont empêché de me présenter. J'ai dit, je me présenterai en 2015 et je mets au clair tout ça. J'ai fait des kilomètres et des kilomètres entre Lomé, Bassar, chez moi, pour revenir, pour repartir, pour des histoires de dates. Moi, je suis né pendant la colonisation. Il y avait, à cette époque-là, un dossier de naissance. Il y avait ça. Parce que, comme je n'y arrivais pas, c'est un copain du collège Saint-Joseph qui m'a dit un soir, Kofi, arrête de te fatiguer. On va aller voir le père directeur du collège Saint-Joseph demain. On va l'appeler. Moi, je le connais. On va l'appeler et on va aller le voir. Parce que quand tu es entré en sixième, tu as dû laisser un papier. Je dis sûrement, oui. On va aller voir. On arrive chez le bon curé qui nous amène dans les archives et qui nous dit, Kofi, quand il est entré en maths sup au lycée Kelchen en classe prépa, il a envoyé tous ces papiers-là avec lui en France. Moi, je n'ai pas ça. Je ne l'ai plus. Mais en tout cas, j'ai un papier ici qui dit que vous êtes né, voilà, ça, le 11 octobre. Vous avez été inscrit sur le registre telle date. Allez voir à Bassar, vous allez trouver ça. Alors mon copain me dit, tu vois, on a trouvé. Hein, et voilà, on repart. Et on repart à Bassar. J'arrive là-bas et je vais voir le maire qui me dit, non, ce n'est pas moi, c'est le préfet. Bon, je vais voir le préfet. Et le préfet lui dit, non, ce n'est pas moi, c'est le maire. Bon, très bien. Je retourne voir le maire. Il me dit, voilà le registre. Il me sort le registre. Je suis pas seul, hein, je suis avec 2 témoins. On ouvre le registre. La page sur laquelle ma date est indiquée, elle est déchirée. C'est pas vrai. La page, elle est déchirée. Je vais voir le préfet. Je vais voir le préfet. Je lui Un dis, document administratif. Oui. Il manquait une page. Je lui dis, monsieur le préfet, on m'a dit que vous étiez un voyou. Je ne savais pas que réellement vous êtes un voyou. C'est qui ce préfet-là? Comment il s'appelle, s'il vous plaît, monsieur Kofi? C'était le Moba, là. Je ne me rappelle pas son nom. S'il vous plaît, aidez-nous. C'est quel préfet? C'était qui le préfet, là? Le préfet dont parle monsieur Kofi. C'était en 2010. Hein, on peut le retrouver, il n'y a pas de problème. En tout cas, toujours est-il que Oui, continuez. Donc, vous lui avez dit que, on m'avait dit que vous êtes un voyou, mais je ne savais pas que, effectivement, c'était la vérité. Que c'était vrai, vous êtes un vrai voyou. Il me dit, mais grand frère, c'est pas moi, c'est les termites. Il a dit quoi? Ce n'est pas moi qui ai enlevé votre feuille, c'est les termites. Les termites? Les termites ont bouffé la feuille. Est-ce que c'est seulement vous? C'est là où il y a votre feuille. Voilà, je dis, c'est ça. Des termites à 2 pattes qui n'ont bouffé qu'une page, la mienne. Je vous crois, monsieur le préfet. J'ai tout recommencé. Je suis retourné à Bassar, à la mairie, refait le papier, tous les papiers. Et j'ai reconstitué mon acte de naissance. Et il est certifié né le 11 octobre 1945 à Bassar. Voilà. Mais aujourd'hui, je n'en fais rien puisque de toute façon, ça ne sert à rien. Ces gens-là, ils sont incapables, forts
et ses congénères, quand je vois le ministre de la Justice du Togo, qui est aussi le ministre des Droits de l'Homme, qui est en train de faire des pieds et des mains auprès du ministre français de la Justice, Darmanin, pour pouvoir extrader un journaliste togolais qui les embête. Un ministre des droits de l'homme, un nommé Adjurouvi, qui a été lui-même naturalisé français. C'est moi qui ai signé sa naturalisation. Oui, j'étais ministre à l'époque. Ah, vous étiez ministre en France? Oui. Et celui-là, aujourd'hui, il est capable de faire des choses comme ça. Il sait que si on extrade ce journaliste, il est mort. Et il demande quand même. Un ministre. Et il a été élu, lui, il a été élu en France comme conseiller municipal à Évry, Emmanuel Valls. Cet homme-là, Adjurouvi, ministre togolais des droits de l'homme et de la justice. C'est à pleurer, monsieur. À pleurer. À pleurer. Vous savez, il y a une question qui me taraude l'esprit rapidement là. Je voudrais savoir pourquoi voulez-vous forcément être président de la République avant de construire des ponts au Togo? Est-ce que vous n'avez pas la possibilité, même si vous n'êtes pas président de la République, je ne peux pas vous disiez, attendez, vous disiez que vous aviez construit plus de 1500 ponts en France et votre pays d'origine en a besoin. Mais jusqu'à ce jour où nous sommes en train de parler, vous n'aviez construit aucun pont au Togo. Pourquoi voulez-vous forcément être président de la République togolaise avant de construire des ponts au Togo? Parce que pour construire même un pont au Togo, face à un gouvernement aussi corrompu que celui-là, ce n'est même pas la peine d'essayer. Pendant que je faisais campagne à travers le Togo, j'ai vu de mes yeux, j'ai compté 6 grands ponts en construction. Aucun des 6 n'était fini. Des éléphants blancs. On pose les fondations, on monte les piles, et puis c'est tout. On ne peut pas poser de tablier parce qu'il n'y a plus dessous. Parce que moi, je vais leur demander, mais pourquoi vous avez laissé ce pont-là comme ça? Mais monsieur, on n'a plus d'argent. Où il est l'argent? Où il est l'argent? Fort Nyasingbe, où est l'argent? 6 ponts dans le nord du Togo. 6, rien que dans le nord. Entre Sotoubois et Sinkassé. 6 grands ponts de plus de 100 mètres de long. Hein. C'est des grands ponts. Voilà. Oui, mais je me demande. C'est la corruption du rez-de-chaussée jusqu'au 50e étage. La corruption a gangréné le pays depuis comment on appelle ça, le gardien de nuit jusqu'au président de la République. Tout le monde triche. Tout le monde triche. On vole. Et vous voulez que j'aille travailler avec des gens comme ça, moi? Peut-être que votre lumière va les éblouir et puis finalement, ils vont cesser la corruption, la mauvaise gouvernance et la gabégie. Aviez-vous eu des projets que vous aviez proposés à Fort Nyasingbe et personnellement? Puisque vous disiez tout à l'heure que vous aviez eu à parler avec son papa. Mais est-ce que lui, le fils Fort Nyasingbe,
Est-ce que vous aviez eu à discuter avec lui pour un projet d'installation de pont ou bien de construction de pont au Togo? Non, j'ai parlé à Faure Gnassingbé 2 fois. Une première fois, la première fois que je me suis présenté pour lui dire que j'allais partir en concurrence contre lui pour la présidence, c'était la première fois. Et la deuxième fois, quand il m'a convoqué pour venir me dire que la sécurité n'était pas assurée autour de moi, parce que je vais partout, c'est pas bien ça, on vous voit partout, ils vont vous tuer, et donc je vais vous mettre des gendarmes pour vous protéger. Alors, je lui ai répondu, écoutez, mettez les gendarmes si vous voulez. Vous savez très bien que ces gendarmes-là, c'est pas pour me protéger, c'est pour savoir ce que je fais jour et nuit, pour que vous puissiez lui rapporter. Mais vous n'avez pas besoin de ça. Moi, je peux vous le dire, ce que je fais. J'ai rien à cacher. D'ailleurs, les gendarmes, quand ils sont venus, il y en avait 4 des gendarmes qui vivaient chez moi, que je nourrissais jour et nuit, tous les jours. Et je leur ai rédigé moi-même des papiers. Voilà. Vous n'avez pas besoin de vous fatiguer pour dire ça à votre chef. Moi, je vous rédige ça. Vous n'avez qu'à recopier et puis vous lui dites. Voilà. J'ai fait ça aujourd'hui. Minute par minute, j'ai fait ça. Voilà. Et ce que j'ai dit, mot pour mot, ce que j'ai dit, Faure ne me fait pas peur. Il peut me tuer, bien sûr, mais ça lui aurait apporté quoi? La conservation de son pouvoir. Oui. Autocrate. Oui. Voilà, mon cher monsieur. Le Togo. Vraiment, et votre parcours est vraiment très, très enrichissant. Et puis, je me demande, que faire maintenant pour le Togo nouveau, monsieur Kofi? Que faire? C'est ce que nous sommes en train d'essayer de faire. Que faire? C'est ce que nous sommes en train d'essayer de faire. Il faut absolument, mon observation autour de ce qui se passe au Togo m'indique que la société intégralement est sous éteignoir. Sous éteignoir. Personne n'a le droit de rien dire. Et donc, personne n'a le droit de rien dire parce que, précisément, il n'a donné aucun moyen au peuple togolais d'apprendre, de se scolariser, de s'instruire, pour pouvoir discuter, pour pouvoir critiquer. Ils ne veulent pas de ça. Et donc, si je vous dis que en pays Bassar, à Bassarville, chez moi, il y avait un lycée. Il y a toujours un lycée. Il y a un grand lycée là-bas. Parce que il y a beaucoup de population, là, des jeunes qui viennent à l'école. Si je vous dis ça, vous n'allez pas me croire, mais je vous le dis. Faure Gnassingbé, il a supprimé toutes les sections scientifiques dans le lycée. Il n'y a plus que des littéraires. Et il est content de lui. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? En pays Bassar, il n'y a pas de lycée pour faire des mathématiques, de la physique, de la chimie, des sciences de la vie et de la terre. Rien. S'ils veulent faire ça, ils n'ont qu'à partir ailleurs.
Voilà. Or, ce Vous qui savez, se passe là, c'est une affaire d'ignorance. oui. Parce que lui-même est ignorant. Fort, c'est un ignare. Et donc, Il ne veut pas que les enfants soient intelligents exactement, même pas intelligents, ils pour sont que intelligents, ils demain ne veulent pas qu'ils soient les enfants ne instruits. lui prennent pas le pouvoir. Il ne veut pas que les enfants s'instruisent. Et Voilà, donc, voilà. et donc, donc le premier truc à faire, c'est ça. C'est l'école. L'école. D'ailleurs, quand j'avais fait mon programme de la présidentielle en 2010, j'avais insisté sur cette affaire-là. Et j'avais dit exactement ceci. Il faut que, dans les 5 ans qui viennent, si je suis président, il faut que 100% des enfants soient à la fin de l'école primaire. 100%. 80% au niveau du brevet et 60% au niveau du baccalauréat. Je sais que c'est possible. Je n'ai pas envoyé ces chiffres-là en l'air. Hein. J'ai fait étudier ça. Je sais de quoi je parle. Ben, si on a ça, je vous garantis que le pouvoir, aucun pouvoir politique au Togo ne passera plus son temps à vouloir être dictateur. Oui, mais il y a quelque chose, Monsieur Kofi. Vous aviez été ministre en France, vous aviez été maire, député en France. Mais nous savons tous ici que le gouvernement français a toujours, bien les gouvernements français ont toujours soutenu et Fogna Simbe, c'est la dictature au Togo. Et que faites-vous là-bas pour que, voilà, les Français, ces gens-là cessent de soutenir la dictature au Togo? Mais écoutez, si je prends ma casquette de Français, je me dis que j'ai rien à foutre du Togo. Mais rien. Les Français, ils n'ont rien à faire du Togo. Ils savent même pas où ça se trouve. Ils ne savent même pas où ça se trouve. Il y en a quand ils viennent. Mais Kofi, mais finalement, tu es Togolais, Congolais, Tongolais, ils savent pas. Les Français, ils s'en foutent de ça. Faut pas croire hein, que les Français, en se levant tous les matins, se disent qu'est-ce qu'on va faire pour aider Fort à tenir au pouvoir. Ça Je n'existe parle du pas. gouvernement. Le gouvernement français, lui, connaît quand même le Togo. Vous Bon, parlez de la alors, je vais population. vous Voilà, dire, la population n'a rien à faire, mais le gouvernement. je vais vous dire la vérité. La vérité vraie, c'est que tout l'argent du Togo est utilisé par Faure Gnassingbé pour acheter son pouvoir. C'est-à-dire corrompre tout ce que la sphère politique compte. En France, en Allemagne, aux États-Unis, au Canada, partout. Même dans la sous-région, dans la Côte d'Ivoire, dans l'Union africaine. Au Rwanda, au Bénin, au Bénin, au Burkina, au Niger, au Mali, au Niger. Partout. Tout l'argent qu'il faut utiliser pour développer le Togo, c'est utilisé pour conserver le pouvoir. Exactement. Faure Gnassingbé, démission. Gnassingbé, démission. Faure Gnassingbé, démission. Gnassingbé, démission. C'est-à-dire, j'ai horreur de ceux-là qui s'accrochent au pouvoir, monsieur Kofi. J'ai mal pour ces individus qui s'accrochent au pouvoir, qui refusent de partir. J'ai l'habitude de dire que c'est parce que le pouvoir tourne en Europe que l'Europe s'est développée. En Europe, vous n'allez pas voir des gens qui s'accrochent au pouvoir. Les gens, c'est un intérêt commun. Et cher là-bas. Mais chez nous, nous avons des voyous, des terreurs qui s'accaparent du pouvoir d'État. C'est ça la réalité. Oui, c'est exactement ça. Des terreurs qui s'accaparent du pouvoir et qui empêchent le développement. Ils empêchent l'accès à l'eau potable. Ils empêchent l'accès à l'électricité. Tout ce qui les intéresse, c'est acheter des maisons un peu partout, garder le pouvoir pour opprimer le peuple.
Ces Exactement. gens-là qui s'accrochent au pouvoir, ils sont les vrais ennemis de ce continent, Monsieur Kofi. C'est ça. Vous savez que à 60 ans des indépendances, quand je dis il faut tout recommencer, il faut tout recommencer. Et encore, il y a des trucs qu'on a fait en plus auxquels on doit répondre. Si j'avais aujourd'hui le pouvoir de changer les choses au Togo, il y a 5 défis qu'il faudrait relever dans les 5 ans. 5 défis. Le premier, c'est le défi alimentaire. Que plus personne ne meure de faim au Togo. L'autosuffisance alimentaire. Que tout le monde mange 3 fois par jour et qu'il y ait abondance. Le défi alimentaire, on en est là aujourd'hui. Vous vous rendez compte? Le deuxième défi, c'est la réconciliation nationale. Parce qu'ils ont fait tellement de conneries dans ce pays que personne n'est prêt à leur pardonner s'ils ne demandent pas pardon. Les assassinats crapuleux. Le vol des terres. Vous savez qu'au Togo, les problèmes fonciers, c'est une bombe nucléaire à retardement. Ils ont tellement fait de conneries que ça demande de nommer un ministre spécialement pour la réconciliation nationale. Un ministre pour ça. Pour retrouver la sérénité. Et donc, c'est le deuxième défi. Le troisième défi, c'est l'accès à l'instruction générale, à l'éducation et à la formation pour tous. C'est par là qu'on va saisir l'hydre. C'est quoi l'hydre? L'hydre, c'est le monstre de l'Antiquité qui avait des dizaines et des centaines de bras, voilà, tu en coupes un, et il y en a 2 autres qui sortent, etc. Et donc on ne peut pas attraper, c'est ça l'hydre. Ouais, voilà, ok. Merci beaucoup à vous. Voilà. Et donc je dis bien, le troisième, l'instruction, l'éducation, la formation. Le quatrième, c'est l'accès à la santé pour tous. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a un hôpital à Lomé, un seul, qui est pompeusement baptisé le centre universitaire, non, comment on dit ça? Hôpital universitaire de Lomé. Le CHU au Togo. Et dans le CHU, je l'ai vu, on ne m'a pas raconté, je l'ai vu. Au moment où je préparais cette présidentielle, on m'a dit, il faut qu'on prenne votre sang, qu'on vous juge pourquoi, enfin, des tas de trucs qu'il fallait prendre. Je suis allé. Il n'y avait même pas d'eau pour soigner les gens, pour laver, pour l'hygiène. Les gens sont couchés partout, dans les couloirs. Un CHU, monsieur. Un CHU. Il n'y a pas d'eau. Et pendant ce temps, Paul Gnassingbé est riche de plus de 8 000 milliards de francs CFA. Oui, absolument. Pour lui seul. À lui tout seul. Mais il a tellement d'autres chats à fouetter qu'il s'en fout du tout. Il s'en fout. Mais ce n'est pas grave qu'il s'en fiche du tout, mais qu'il s'en aille. Puisque ça ne l'intéresse pas, qu'il s'en aille. Et qu'il laisse la place à d'autres Togolais qui sont capables d'essayer autre chose. Alors, j'en étais à mon quatrième, c'est l'accès à l'emploi des jeunes. Voilà. Dans ce pays où tout est à faire, tout,
les routes, les rues, les trottoirs, l'eau potable, l'électricité, la campagne, tout est à faire et on vous dit que les jeunes sont au chômage. Allez comprendre. Tout est à faire, vous m'entendez? Tout est à faire. Voilà. Eh bien, on a beau dire ça, il n'y a rien qui avance. Rien. Rien. Il ne veut pas partir. C'est lui le plus fort, le plus doué, le plus... Voilà. Et voilà. Vraiment, c'est malheureux. Alors, Monsieur Romaekson levait le doigt. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose rapidement? Parce que, voilà, le live, la seconde partie, nous allons monter des gens, un Voilà. à un, pour vous poser des questions, Monsieur Kofi. Il n'y a Mais pas de avant, problème. nous allons écouter Monsieur Romaek. Oui, j'aimerais seulement ajouter deux choses. Première chose, comme le grand frère Kofi parlait, actuellement, 70% des problèmes qui sont devant les tribunaux au Togo concernent le frontier. Ah. 70%, je suis un homme de sciences sociales. Je parle avec des chiffres. 70% des problèmes qui sont devant les tribunaux au Togo sont fonciers. Ça concerne la terre. Ferdinand Haïté est venu faire une conférence en 2019, ici chez nous à Bremen, en Allemagne. Il a dit que le problème foncier au Togo, c'était une guerre, une bombe à retardement. Il avait dit ça. J'ai encore la vidéo. Deuxième chose que j'aimerais vous dire, moi je suis du Sud. Le grand Kofi, il est du Nord. Je t'assure que quand moi j'étais à Lomé, tous les collégiens au Togo savaient qui est Kofi Yamyam. Quand tu arrives au CEG en 6e, on te dit qu'il y a un génie togolais qui est en France qui s'appelle Kofi Yamyam. C'était un mythe. Tout le monde voulait devenir Kofi Yamyam. Parce qu'on sait que dans le pays du Blanc, il y a un noir qui construit des ponts, un noir qui est dans l'administration, un Africain, un Togolais encore. Ça donne de la fierté. Je te parle en tant qu'homme du Sud. Il est du Nord, mais même dans tous les collèges du Sud, tout le monde savait qui est Kofi Yamyam, sans l'avoir vu. On ne l'avait jamais vu, on ne le connaissait pas, mais on savait que là-bas dans le pays du Blanc, il y a un Africain qui est Togolais, qui s'appelle Kofi Yamyam, c'est un génie. Voilà les deux choses que j'aimerais ajouter. Oui. Mais qui ne profite pas aujourd'hui, qui n'a pas profité, qui ne profite pas aujourd'hui à son pays. Il a tout construit. Chez l'homme blanc, il a construit, il a aidé la France. Il a tout donné à la France. Et le monsieur, il a envie de contribuer au développement de son pays. Mais Faure Gnassingbé, le dictateur, et ses amis, ces généraux-là, qui oppriment, qui torturent, qui abusent des femmes, ne veulent pas permettre à ce pays de connaître un jour nouveau. Vraiment, c'est malheureux. Oui, comme nous l'avions programmé, et on va commencer par monter les gens pour des questions pour le grand frère. Et chers amis, vous montez, vous aurez seulement 3 minutes. 3 minutes pour parler, pour poser des questions et soyez clairs et précis, s'il vous plaît. 3 minutes. Après les 3 minutes, on vous descend. Parce qu'il y a trop de demandes, s'il vous plaît. Donc, Monsieur Kofi, on peut aller de cette façon-là? Vous êtes d'accord? On peut aller. Ok, d'accord. S'il vous plaît, partagez le live. Anno à 1000 partages. Partagez le live, s'il vous plaît. Madame Emmanuela, bonsoir à vous. Bonsoir Joël, bonsoir grand frère Kofi, bonsoir Romarison. J'ai écouté avec une grande attention vos narratifs et merci pour votre engagement. Merci, je remercie aussi le ciel pour vous avoir donné la santé. C'est pas donné à tout le monde et d'être toujours debout pour pouvoir réaliser vos rêves. Moi, je n'ai pas de questions. Je veux tout juste vous encourager. Vous avez construit plus de 1500 ponts.
C'est vraiment beaucoup. Le Togo, peut-être, on en a besoin que peut-être 300. Et mon rêve, c'est que vous utilisez toutes ces expériences que vous avez acquises pendant des années pour réaliser ces projets. Parce que quand on voit dans certaines régions, ou bien dans certains villages, nos mamans, les jeunes, bref, la population n'a pas, bon, pour même traverser une rivière après les pluies, c'est avec peine. Et les gens même se noient. Donc, mon objectif ou bien ma doléance ce soir, c'est encore vous dire, vous êtes engagés, je le sais, de faire tout de ce que vous pouvez pour aider notre pays. Oui, oui, parce que toutes ces expériences-là pourront nous servir, vraiment nous servir. Donc, je demande à tous les Togolais d'y réfléchir, comment il faut faire, comment nous allons faire ensemble, comment chacun de nous peut apporter sa pierre à la construction pour que ces vœux soient réalisés. Les ponts, nous en avons besoin. Nous en avons besoin. Dans toutes les localités togolaises, nous en avons besoin. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Et merci à Joël de vous avoir accepté pour venir encore nous édifier et partager quelques expériences avec nous. Moi, je pensais vous connaître, mais il y a certains détails aujourd'hui que je ne savais pas. Donc, merci beaucoup. Soyez en forme et voilà. Merci beaucoup à vous, Madame Emmanuela, pour votre engagement, pour votre détermination. C'est-à-dire, je suis chef de poule. Il a été maire, ministre, député. Il a dirigé plus de 4 000 Français, ou bien 4 millions, vous avez dit. 4 millions. 4 millions de Français. Un Noir, un Togolais. Il a dirigé plus de 4 millions de Français. Une grande ville. Il a été ministre, il a été député, s'il vous plaît. Il a construit la France. Il a participé au développement de la France. Et regardez l'état de son pays. Regardez l'état de son pays. Regardez le Togo. Nous ne sommes pas fiers de ce qui se passe chez nous. Nous ne sommes pas fiers de ce qui se passe chez nous. Fogna Singbe doit quitter le pouvoir. Fogna Singbe doit quitter le pouvoir, doit redonner la dignité du peuple togolais au peuple togolais. La souveraineté appartient au peuple. On en a marre. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. 60 ans de dictature. 60 ans de médiocrité. 60 ans de division, de haine. Trop, c'est trop. Merci beaucoup à vous, Madame Emmanuela. Je vous en prie. Ouais. Merci, Madame. Madame K, c'est ça? Emmanuela? Madame Emmanuela. Oui. Merci beaucoup. J'ai entendu tout ça. Je suis... moi aussi, je suis très ému hein, par votre verbe là. Et par Omar Rickson, j'ai été très ému. C'est dur de... Vous vous rappelez, je crois que c'était en 2015, à l'époque des attentats meurtriers à Paris, il y a un journal qui avait titré « C'est Mahomet qui parle à Dieu et qui dit « C'est dur d'être aimé par des cons ». C'est dur d'être aimé par des cons. Oui. Que voulait-il dire? Il voulait dire que c'est les cons qui viennent tuer les autres sous prétexte qu'ils ne sont pas musulmans. Et dire que c'est ces gens-là qui, même moi, Mahomet, ça me fait honte. Alors il dit, voilà, c'est dur d'être aimé par des cons. Par des cons. C'est un peu ça. Hein. Oui. On ne peut rien faire pour les Togolais, en tout cas, pas les Togolais, pour les dirigeants togolais.
on ne peut rien faire pour eux. Il n'y a qu'une solution, qu'ils s'en aillent. Moi, je ne leur demande pas, je ne dis pas de les mettre en prison, ou de les arrêter, ou de ceci, ou de cela, qu'ils s'en aillent. Et qu'ils nous laissent tenter autre chose. Je ne leur demande pas de rembourser tout l'argent qu'ils ont volé. Qu'ils s'en aillent. Mais à partir du moment où c'est moi qui suis là, si je vois une main qui entre dans une caisse publique, la main, elle est coupée. Plus de vol. De détournement, plus de corruption. Plus du tout de corruption. Fini. Et vous allez voir, on a beaucoup d'argent au Togo. C'est moi qui vous le dis. Le port de Lomé, à lui tout seul, même pas à lui tout seul, 75%, non, 25% des entrées d'argent par le port, c'est 2 fois le budget annuel du Togo. Seulement le port, hein? 25% du port, seulement. 25%. Parce que les 75%, ils sont volés avant même de sortir de la porte du port. Voilà. Il y a plein d'argent. Le Togo est un pays riche. Je ne vous parle même pas de la richesse de notre jeunesse, de la richesse de notre capacité de travail. Vous savez, quand on était aux colonies, le Bénin, qui s'appelait le Dahomey et le Togo étaient surnommés à Paris le quartier de l'Afrique. C'était le quartier latin de l'Afrique. Quand on est parti aux indépendances, c'était les fonctionnaires togolais qui partaient pour aider à installer ce qu'il faut pour que ça fonctionne. C'est Olympio qui a donné ça. Il a fait libérer des Togolais pour aller aider les autres. En Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Gabon, partout. Les fonctionnaires, c'était des Togolais. Il y a eu un grand mouvement de révolte des autres Africains contre les Togolais. Parce qu'ils nous ont considérés comme des colons, alors qu'on était là-bas pour les aider. Parce qu'on était instruits. Les nôtres, ils étaient tous bons, ils faisaient du latin, du grec, ils étaient bons en français, en anglais, en économie. On a aidé beaucoup de pays. On nous a tous chassés. Je me rappelle, en 62, j'étais en seconde, oui, c'est ça. Et on est arrivé, vous voyez, Saint-Joseph, c'était sur la route de l'aéroport, là. On était là pour les accueillir, les applaudir. Olympio était à côté de nous. Il était à Saint-Jean, sur la cour, avec nous, pour les accueillir. Les Togolais qu'ils avaient chassés, d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est le Togo le plus pauvre de tous les autres pays. 60 ans d'indépendance. Vous voyez le résultat. Vraiment, c'est malheureux. Merci beaucoup à vous, M. Kofi. Il y a M. Zach Maza qui vient de nous rejoindre. Nous allons lui donner son temps de parole pour qu'il puisse participer à